On parle depuis tantôt que le marché immobilier est très compétitif. On ne se le cache pas, on le sait. Hein. Les entreprises doivent être agiles, doivent innover, doivent avoir une vision très stratégique. Pour une entreprise familiale comme Coseltech, je pense que le défi est double parce que tu veux maintenir tes valeurs fondatrices, mais aussi tu veux pouvoir respecter le standard du marché. Comment est-ce que tu fais, dans le fond, pour répondre et concilier à ces deux aspects? Euh, je dirais, l'entreprise a quand même une vingtaine d'années, bien sonné, et euh, l'évolution de l'entreprise s'est faite quand même d'une façon très, je dirais, cartésienne. Il y a eu une évolution, dans le fond, entre la fondation de l'entreprise et ce qu'on est rendu aujourd'hui. Euh, j'ai orchestré, mettons, une direction en fonction du marché, en fonction de qu'est-ce qu'on aimait faire et ce dans quoi on était bon et on performe bien. Euh, Quand on parle d'entreprise familiale, mes deux garçons sont impliqués. L'un est impliqué dans la construction et l'autre dans le développement. Alors, ils se sont manifestement greffés à l'entreprise au fur et à mesure que il y a eu cette évolution-là que je parlais tantôt. Quand il était tout petit, il aimait ça venir sur les chantiers puis embarquer dans les tracteurs. Aujourd'hui, ils ont plus l'idée d'une part, de diriger le tracteur puis de lui dire quoi faire, et de l'autre part, ben, de travailler puis d'essayer de trouver des opportunités comme je faisais plus jeune, des fois les fins de semaine, on regardait des terrains, on allait partout se promener puis j'allais voir des terrains. Alors, ils ont vu cette évolution-là, ils ont vu grandir l'entreprise, ils ont vu grandir mes ambitions. Alors, évidemment, sky's the limit. Fait que les ambitions vont continuer avec les responsabilités, avec le leadership, avec les idées novatrices des enfants qui s'impliquent là-dedans. Évidemment, c'est une entreprise comme la nôtre, on est une entreprise de service, on est des développeurs immobiliers. Alors, c'est l'ensemble des employés qui fait en sorte qu'on a du succès, qui fait en sorte qu'on va s'améliorer encore plus, qui va nous diriger vers des nouveaux marchés, qui va faire en sorte aussi qu'on est plus compétitif dans le marché, qu'on est meilleur. Alors, c'est l'ensemble de ces choses-là. Fait que c'est pas strictement des atouts familiaux, mais c'est, je crois, comme tu disais tantôt, l'ADN de l'entreprise. Absolument. Puis je pense aussi justement que de présenter ce patrimoine familial combiné à cette expertise, c'est aussi une distinction unique dans le marché parce que c'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment. J'imagine que c'est quelque chose aussi au niveau de tes enfants, comme tu disais, ça s'est fait naturellement. T'as pas essayé d'influencer la chose pour qu'ils terminent vers cette direction-là. Non, au contraire, il y avait toute la liberté du monde de vouloir embarquer, de participer ou non. Ça a été vraiment leur volonté personnelle, puis leur motivation de vouloir embarquer dans, j'appelle ça une aventure. Euh, Évidemment, le fait d'avoir une relève familiale dans une entreprise de ce type-là, où on a beaucoup de financement demandé pour des projets, ben c'est vu d'un très bon œil de la part des créanciers. Aujourd'hui, pas juste dans les entreprises de développement immobilier, mais dans tout type d'entreprise, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance, la relève dans l'immobilier, la relève dans les entreprises. Alors, c'est un atout également. Mais la première chose, ce qui est important, c'est d'avoir, c'est la relation, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui ont eu, on en a entendu parler dans les journaux, sans les nommer, qui ont eu des difficultés, disons, des chicanes de famille, euh, des dissensions. Alors, je crois que ça, c'est important de pas tomber dans ce panneau-là. C'est important de garder la tête froide, puis mettons, des bonnes relations, une bonne synergie. Chacun est fort chacun focus sur ça dans lequel il est fort. Et comme ça, bon, on va mener le bateau à la bonne place. Parfait. Puis, un gros sujet qu'on a discuté depuis le début, c'est l'innovation.
L'innovation, c'est plus un luxe, c'est vraiment une nécessité pour bâtir des projets rentables, des projets attrayants. Selon toi, quels sont les musts en innovation pour être à l'avant-garde dans le marché actuel? Innovation, c'est un mot qui est très large. Je vous dirais, dans CoSolTech, c'est un acronyme de construction, solution, technologie. Donc, les deux derniers, solution, technologie, nous amènent à l'innovation. Depuis la création de l'entreprise, j'ai toujours voulu sortir des chemins battus, je dirais. J'ai toujours voulu diriger l'entreprise vers des solutions innovantes, des solutions plus performantes, dans la mesure du possible. Il y a toujours un impact ou un aspect au niveau des coûts. Mais on est vraiment dans cette direction-là. Ça évolue constamment, la construction comme ailleurs. La construction, ça évolue différemment que certaines autres sphères plus numériques, plus dans le cloud. Par contre, ces éléments-là sont intégrés, je vous dirais, régulièrement à l'intérieur de notre quotidien. On a parlé d'intelligence artificielle tantôt. Il y a différents logiciels ultra performants qu'on utilise, des plateformes numériques pour gérer notre quotidien. Je dirais qu'on n'est pas 100% paperless, mais on se dirige vers ça. On l'est peut-être à 80%, 75-80%. Les employés sont relativement jeunes, ils ont des bonnes idées. La direction est prête à écouter les idées, à mettre en place des nouvelles façons de faire, tant au niveau de la méthodologie de gestion que, je dirais, dans les bâtiments qu'on construit, puis la façon de construire. Parce que la façon de construire, le choix des fournisseurs, le choix des sous-traitants va nous amener aussi d'essayer d'aller vers de l'innovation, mais de l'innovation intelligente. Il n'y a pas juste l'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence naturelle aussi. Puis, c'est pas toute l'innovation qui peut être intéressante dans notre cas ou qui peut être intégrée dans des bâtiments à un coût qui va faire en sorte que on peut lever le projet à l'intérieur des budgets espérés. Alors, il faut utiliser l'innovation avec parcimonie. Puis, c'est ce qu'on fait régulièrement. On parlait tantôt de lunch and learn avec différents fournisseurs. Ça amène beaucoup d'innovation. C'est pas nécessairement de la technologie. Ça peut l'être, mais c'est pas juste ça. Ça amène des bonnes idées qui vont être appliquées sur nos projets dans la mesure du possible. Si on veut pas découvrir qu'est-ce qui se passe ailleurs, ben on va rester ignorant. Alors, je pense que tout le monde dans l'entreprise est très curieux. La curiosité, c'est un signe d'intelligence. Alors, d'où l'intelligence naturelle également. Alors, on s'en va dans cette direction-là dans toutes les facettes de l'entreprise, autant en gestion, j'irais même jusqu'à dire dans le financement, qui est vieux comme le monde. Après ça, la construction, puis évidemment, la façon qu'on va utiliser pour faire des acquisitions, puis faire nos études diligentes. On va être très innovant là-dedans. À tous les niveaux, je croirais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui t'approche puis qui dirait que dans la construction, on n'est pas assez avancé au niveau de l'utilisation des méthodes d'innovation? Là, je sais que tu as parlé pour CoSolTech, mais plus globalement, parce que personnellement, c'est souvent quelque chose que j'entends. La construction, on n'est pas assez avancé, on n'est pas rendu là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait ça? Je dirais la construction, grosso modo, c'est environ 50% de main-d'œuvre. Ça ne deviendra pas 20% puis 10%. Ça ne sera pas des robots qui vont construire des bâtiments whatsoever. Alors, ceci étant dit, vu qu'il y a une forte composante de main-d'œuvre, l'optimisation ou l'automatisation de la construction, ça va prendre un certain temps. On parlait tantôt de préfabrication. C'est quelque chose qui a commencé. On l'utilise dans une certaine mesure dans certains de nos projets. Mais il y a toujours un aspect des coûts. On est très limité. D'un bord, on vend un produit, on a un client qui a une limite budgétaire à un certain niveau. Puis, pour amener notre produit, notre projet à cet endroit-là, on a des limitations au niveau des coûts un peu partout. Alors, il y a des nouvelles technologies qui sont en place,
des nouvelles façons de construire qui sont en place, mais qui sont relativement dispendieuses. Alors, il y a comme un équilibre à trouver là-dedans. Cependant, la loi de Moore, c'est dispendieux aujourd'hui, ça sera probablement beaucoup moins demain, 2 fois plus efficace, 2 fois moins cher. Alors, on va adhérer à ça. On a déjà commencé à intégrer certains éléments sur nos projets, certaines technologies sur nos projets, dans la mesure où ça améliore la productivité, ça reste à l'intérieur des paramètres budgétaires. Mais oui, ce que je dirais à ce niveau-là, c'est que la pente, la progression au niveau de la technologie dans la construction, c'est une pente qui est relativement douce. On n'est pas de façon exponentielle là-dedans, de par la nature même du marché. Penses-tu qu'au niveau gouvernemental, plus devrait être fait pour pouvoir aider justement les entreprises, les entrepreneurs qui veulent essayer d'utiliser des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'innover, mais qui peuvent se le permettre financièrement parlant? Je dirais, il y a déjà certaines mesures en place, des mesures, des subventions, genre d'Hydro-Québec ou différentes subventions qui existent de différents programmes gouvernementaux pour l'intégration de technologies. Je peux parler en termes d'économie d'énergie, en termes d'un bâtiment qui est plus qui a une meilleure isolation, plus energy efficient, plus développement durable. Il existe certains programmes. C'est suffisant? Selon moi, c'est pas suffisant. Ça prendrait plus que ça pour encourager les entreprises à justement se diriger vers des bâtiments qui sont beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus axés développement durable, moins énergivores, plus vers le carbone zéro, si je dirais. Je peux répondre avec une question. On peut se demander pourquoi il n'y a pas plus de bâtiments résidentiels qui sont LEED. La réponse, c'est les gens peuvent... Il y a un pourcentage, ça coûte entre 5 et 8 % plus cher. Les locataires ne sont pas prêts à payer ce 5 à 8 %-là. Absolument. Justement, en parlant des locataires, je vais te poser une question un peu plus précise là-dessus. Les attentes des locataires évoluent très rapidement, autant sur le fait qu'ils veulent plus de services, plus de confort, plus de connectivité. Comment est-ce que tu penses que ces tendances-là vont redéfinir l'offre locative dans les années à venir? Je dirais les coûts d'opération des immeubles, on parle d'économie d'énergie, puis on parle de développement durable. Les coûts d'opération des immeubles, c'est certain, ont un impact sur les locataires. Dans le fond, les locataires ont un budget à faire. Les frais d'opération viennent indirectement les impacter. Dans le fond, l'opérateur étant le propriétaire de l'immeuble, refacture à l'intérieur des loyers l'opération. Ça va de soi. Les locataires payent l'électricité. Si le bâtiment est plus efficace énergétiquement, l'électricité coûte moins cher. Fait que pour les locataires, un bâtiment qui a une certaine efficacité au niveau de l'énergie, ça peut être intéressant au niveau budgétaire. Puis au niveau, je vous dirais, au niveau social, de savoir qu'on vit dans un bâtiment qui a été construit selon des normes de développement durable, je dirais que ça a un impact quand même. Les gens sont beaucoup plus sensibles actuellement. Je vous dirais, je vois l'évolution dans les 5-10 dernières années. Il y a une grosse évolution sur la sensibilité des gens à vouloir prendre des décisions qui sont axées sur le développement durable. Alors oui, ça a un impact. Et je vous dirais, chez CoSolTech, dans nos projets de développement, dans la mesure du possible, on essaie d'intégrer beaucoup de critères de développement durable dans nos projets. Dans la mesure du possible, on essaie au maximum de le faire. En parlant de justement là, les tendances un peu qui changent au niveau de l'offre locative puis l'expérience du locataire, il y a un concept qui est très populaire en Europe, qui commence à l'être de plus en plus ici aussi, c'est le co-living. Dans le fond, la création de communautés par rapport à un projet résidentiel. Donc, on ne veut pas juste bâtir un édifice avec des appartements, on veut bâtir une communauté. Est-ce que tu penses que pour CoSolTech, pour nous, ça va être quelque chose peut-être qu'on va vouloir regarder davantage et puis miser un peu plus là-dessus? C'est quoi ton opinion par rapport à ce concept? Je dirais la définition même de nos projets, l'ADN, la mise en marché de nos projets, nous amène vers cette création de communauté-là intrinsèque. Je dirais, on le remarque beaucoup sur différents projets qu'on a, la définition, le soin qu'on a pris à vouloir définir notre projet, à faire la création du projet au départ, ça fait que la sélection,
les locataires qui sélectionnent le projet, ils ont comme un fil conducteur, tous ces locataires-là. On le sent, on le voit, on le constate parce qu'on fait la gestion de nos propriétés. C'est quand même intéressant de voir ça. C'est que on est parti from scratch pour créer un projet, que ce soit à Saint-Jérôme, à Valleyfield, à Sainte-Thérèse. Et on peut analyser lorsqu'on fait la gestion de nos communautés, comme tu mentionnes, puis